Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débat de la campagne sur Satinfo, votre chaîne d'information en continu. À quelques semaines du scrutin, nous poursuivons notre série d'échanges autour des grands enjeux qui façonneront l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ce soir, place à un thème sensible, mais ô combien stratégique, la défense et la sécurité. Comment garantir la paix et la stabilité dans un environnement régional marqué par des menaces multiples? Quelle vision pour une armée moderne, efficace et proche des citoyens, et surtout comment assurer la sécurité de chaque Ivoirien en ville comme en zone rurale. Autant de questions auxquelles nos invités tenteront d'apporter des réponses à travers les projets de société de leurs différents candidats. Sur ce plateau, Yeo Fosier, représentant du candidat Alassane Ouattara pour le compte du RHDP. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Juste en face de vous, il y a Dr Amadou Ouattara, représentant de la candidate Simone Gbagbo pour le compte du mouvement des générations capables. Merci d'être là. Je vous en prie. Et juste à ma gauche, Monsieur Meïté Mamoudou, ce n'est pas votre première fois sur le plateau. Vous êtes représentant de la présidente Henriette Lagou pour la coalition GPP. Merci d'être là. C'est nous qui vous remercions. En tout cas, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, vous pouvez le remarquer, le ton est donné entre sécurité intérieure, défense nationale et souveraineté. Quelle priorité pour la Côte d'Ivoire de demain? C'est le débat qui s'ouvre maintenant et ici. Et ma première question va s'adresser à Monsieur Yeo Fosier. Alors, à Bouaké, le dimanche 22 juin 2025, un jeune homme du nom de Koné Lamine, âgé de 22 ans, en classe de 4e, a été sauvagement attaqué à la machette par des jeunes délinquants appelés les Ouinzins. C'est comme ça qu'on les appelle. À Abidjan, des groupes similaires sont connus. On leur a donné le nom de microbes. Comment aujourd'hui vous expliquez que malgré les dispositifs sécuritaires en place, de tels actes d'une violence extrême se produisent encore en 2025 et que prévoit justement le RHDP pour protéger efficacement les enfants et les populations contre ce genre de phénomène? Je vous remercie. Je voudrais dire que nous sommes ici pour donc parler de sécurité et de défense. Nous savons que c'est une question principale pour tout candidat à la présidentielle dans un pays comme le nôtre. Et ce que je peux dire sur ce thème spécifique, par ailleurs à Abidjan, on les a appelés microbes comme vous l'avez dit. Mais si on regarde très bien aujourd'hui, le phénomène du côté d'Abidjan est en train de s'estomper. C'est un combat que tous doivent s'accorder à mener ensemble. Et c'est dans ce cadre que le parti, donc, au niveau du RHDP, avec notre candidat Alassane Ouattara, nous avons créé le code de la deuxième chance. Vous verrez que ces enfants, qu'on ne veut pas rejeter ou laisser à leur triste sort, sont donc identifiés, récupérés et on leur offre la possibilité de se former à un métier à l'issue duquel ils ont des moyens d'accompagnement pour s'installer à travers l'AEJ qui offre des possibilités donc de financement et ça leur donne la chance de s'insérer. Alors ça c'est ce qui est fait pour réparer le tort, mais qu'est-ce qui doit être fait par vous pour ne même pas que ces enfants-là posent ce genre d'actes de banditisme? Il y a beaucoup de choses que le président a déjà mises en route. Quand on a réussi à dire que l'école doit être obligatoire, c'est clair que si les enfants vont à l'école jusqu'à 16 ans déjà, ça les éloigne de tout ce qui les distrait et les amène à adopter des chemins, je vais dire, pas conseillés. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et puis, le risque zéro n'existe pas dans une société humaine. Donc, on va continuer les efforts dans le sens de la sensibilisation. On va continuer les efforts dans le sens de récupérer le maximum de ces jeunes gens pour les remettre sur le droit chemin. Parce que c'est une responsabilité partagée entre parents, entre système éducatif, entre encadrement, on va dire social, etc. Et c'est à toutes ces problématiques-là que donc, le candidat du RHDP, dans tout ce qu'il a dans son programme social, essaie de trouver solution. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, le taux d'alphabétisation a augmenté. Donc les déchets au niveau donc, de l'adolescence, au niveau de l'enfance, est réduit de beaucoup. Mais nous pensons que c'est une préoccupation, elle est humaine, et tout ce qui est humain est une œuvre de longue haleine. On va continuer les efforts dans ce domaine, et nous vous promettons que le candidat, comme il a toujours dit, a des solutions, et on vous en proposera une de meilleures pour les 5 ans à venir. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Docteur Adou, quand vous écoutez le représentant du candidat du RHDP, est-ce que ce sont des propos que vous validez? Ce ne sont pas des propos que je valide. Parce que je pense que
il est communément admis que prévenir vaut mieux que guérir. Là, je crois que c'est des propositions, c'est des solutions qui ont été adoptées pour guérir, pour tenter de guérir. Et si le mal était guéri, je crois qu'on n'aurait plus de problème. On constate que ça continue. Je pense qu'il faut plutôt mener la réflexion au niveau de la base. C'est parti d'où, ce phénomène-là? C'est à ce niveau-là qu'il faut régler le problème. Le mouvement des générations capables pense que c'est parti des crises. Et ça a été aggravé par la crise de 2011. Les différentes crises politiques que la Côte d'Ivoire a connues ont des effets. Et l'éducation d'un enfant appartient effectivement à sa famille, mais appartient également à la société et à l'État. Et quand on a donné des exemples de héros de guerre à un enfant, vous vous attendez à quoi? En plus de cela, nous agitons comme cause la crise des valeurs au sein des familles. L'éducation, je l'ai dit, appartient à sa famille. Et il y a dans cette société de Côte d'Ivoire, malheureusement, pour des questions généralement socio-économiques, une démission des parents. Et donc, tant que le problème de la pauvreté n'est pas réglé, tant que le problème des crises politiques et militaires n'est pas réglé, on aura toujours des résurgences, on aura toujours des cas d'enfants en conflit avec la loi, anciennement appelés microbes, Ouinzin à Boaké et d'autres possibilités. Alors, mais de façon plus concrète, on sait aujourd'hui que votre mouvement, le mouvement des générations capables, insiste beaucoup sur la cohésion sociale, insiste beaucoup sur la justice. De façon très concrète, comment tous ces principes-là peuvent contribuer à la sécurité des citoyens, à la sécurité des populations vivantes en Côte d'Ivoire? Si on est d'accord que l'origine de ce mal peut se trouver dans les crises sociopolitiques que la Côte d'Ivoire a connues, on adresse la question à ce niveau. L'un des facteurs des crises, l'une des raisons pour lesquelles il y a des crises, il y a le système électoral. Donc il faut réviser le système électoral pour que les élections ne débouchent pas sur des crises. Si nous sommes d'accord que la précarité des familles au niveau socio-économique fait partie des problèmes, des raisons pour lesquelles on a ce phénomène de banditisme, alors il faut adresser la question à ce niveau-là. Et c'est toute la politique que le MGC propose en matière de lutte contre la pauvreté. Nous pourrons y revenir si vous voulez. On aura l'occasion d'y revenir justement. Je vais me diriger maintenant vers M. Meïté Mamoudou. On sait que la coalition GPP propose ce qu'il a appelé, la coalition, ce qu'elle a appelé la sécurité participative. Comment est-ce que ce concept-là pourrait s'appliquer pour protéger efficacement les populations vivantes en Côte d'Ivoire? Au nom de la présidente Henriette Lago, aujourd'hui, elle a fait notre lancement dans l'IFO à Daokro. Elle a déroulé son projet de société. En son nom, en mon nom et au nom des partis qui soutiennent sa candidature, nous tenons à remercier votre organe de presse. C'est nous. Je suis très heureux de participer à cette émission, à cette thématique sur la sécurité et la défense territoriale. Pourquoi? Parce que c'est mon objet d'étude. C'est mon objet d'étude en tant qu'islamologue. L'islamologie est une science qui s'applique à la connaissance de l'islam, mais l'islamologue n'est pas forcément théologien. Il y en a beaucoup, Mathieu Guider en France, ils ne sont pas des théologiens. C'est une science qui s'applique aux groupes sociaux musulmans. Dans le contexte, c'est une étude ici historique, sociologique et contextuelle. L'islamologie s'applique surtout aussi à tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre Afrique et ce qui s'est passé dans ces dernières années depuis l'attentat du 11 septembre 2001 aux États-Unis. C'est-à-dire le phénomène du djihadisme, c'est l'objet d'étude de l'islamologue. Personne ne connaît ce problème sécuritaire plus qu'un islamologue. Et c'est justement en connaissance de cause que Mme Henriette Lagou vous a choisi pour chapeauter cette campagne présidentielle. Tout à fait. Revenons-en à la question. Oui. Sécurité, défense. Vous parlez aujourd'hui de sécurité participative. Comment est-ce que ce concept-là pourrait s'appliquer quand on parle de protection des populations vivantes en Côte d'Ivoire? Le docteur a parlé de plusieurs niveaux de responsabilité avec Monsieur Fauzier. Monsieur Fauzier. Il y a un déficit de sociabilité intercommunautaire en Côte d'Ivoire, un déficit d'éthique et de moralité, il y a un déficit éducationnel. Donc, suite à tous ces problèmes-là, il y a
un problème, une responsabilité politique. La quête du pouvoir et la conservation du pouvoir en Côte d'Ivoire ont créé un phénomène d'instrumentalisation de la jeunesse de part et d'autre. Et deuxièmement, il y a la responsabilité, beaucoup n'en parlent pas, c'est fondamental, la responsabilité phimologique. C'est-à-dire, pour ceux qui ne comprennent pas? La phimologie est une science sociale qui s'applique à la connaissance des phèmes et de leur impact sur le caractère d'un individu ou d'une société. Je prends des exemples. Le Boro d'enjaillement, autour des années 2000, c'était un film que les enfants regardaient. Et puis, avant cela, au temps du président Félix Houphouët-Boigny, l'Amérique a voulu montrer sa force militaire, sécuritaire au monde avec les films réalisés par le gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger. Donc ces films-là ont été déversés sur nous. Et ça a inculqué la violence dans la mentalité de la jeunesse. Ça, c'est la responsabilité phimologique, il y a une responsabilité familiale, mais bon, la responsabilité familiale peut être comprise. Parce que en sociologie, il y a ce qu'on appelle les éducateurs de substitution. En 30 secondes, qu'est-ce que Madame Henriette Lagou proposerait? Mais c'est ça qui est la participation. D'accord. Est-ce que vous voyez? Parce que quand on prend les éléments de manière isolée, on ne peut pas les résoudre. Ok. Est-ce que vous voyez? Participative, donc on tient compte de plusieurs facteurs. Ok. Mais comme on n'a pas suffisamment de temps sur ces plateaux... On aura l'occasion de revenir vers vous, M. Meïté. Il y a cette question-là qui est au cœur de plusieurs échanges en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la relation entre les citoyens et les forces de sécurité. À votre niveau, M. Fauzier, c'est quoi les moyens que votre candidat prévoit pour améliorer justement cette relation? Merci bien. Je voudrais dire que le candidat Alassane Ouattara n'a pas attendu d'être candidat pour la présidentielle 2025 pour traiter cette question. Pour avoir été président de la commission de défense et sécurité à l'Assemblée nationale, nous avons travaillé en corrélation avec plusieurs ONG qui nous ont permis donc de travailler au rapprochement des populations avec les forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez des journées portes ouvertes qui sont organisées à l'école de police, qui sont organisées dans la plupart des casernes, pour permettre aux citoyens lambda d'entrer, de participer souvent à une compétition sportive avec les militaires qu'on voyait de loin. Aujourd'hui, vous avez des compétitions entre les militaires donc d'un certain grade, avec les élus de la nation, qui sont quand même les représentants des populations vivant en Côte d'Ivoire. Nous sommes allés plus loin pour traiter donc des questions préoccupante pour les populations locales. Donc vous avez, sans faire de publicité, une ONG allemande qui nous a permis d'aller jusqu'à Bondoukou, où on a traité de la question de la sécurité en lien avec la transhumance de l'élevage. C'est préoccupant parce que ça crée des problèmes entre éleveurs et agriculteurs. Vous avez la question donc des dozos que nous avons traité, toujours en corrélation avec cette ONG, avec des députés qui sont invités avec tout le tissu administratif donc de toutes les régions qu'on a visitées pour traiter la question des dozos, pour donc dédramatiser et puis rendre, dépénaliser, je veux dire, cette secte, mais en même temps la rendre acceptée et acceptable par tous. Donc on a traité des dossiers comme ça en allant dans chaque région de Côte d'Ivoire pour donc rapprocher la population avec les forces de défense et de sécurité. Mais en même temps, dans notre travail régalien de représentants de la population, ça nous a permis de donc voir les conditions dans lesquelles travaillaient les forces de défense et de sécurité. Quand tout ce retour a été fait pendant le mandat 2015-2020, le président de la République, quand il venait de se faire réélire fraîchement, a donc traité et à la fois comment améliorer les conditions de travail donc des forces de défense et de sécurité, et puis continuer à travailler pour le lien armée-nation. C'est le thème consacré. Et je peux vous garantir que ce travail va se poursuivre parce que, comme je l'ai dit,
Une œuvre humaine, c'est plusieurs générations qu'il faut traiter. Alors pour vous, ce qu'on va retenir, c'est qu'il y a de très bonnes relations entre les forces de défense et de sécurité et les citoyens. Oui. Mais vous remarquerez avec moi que ceux qui ont été bastonnés, par exemple, lors de la marche interdite du 11 octobre, ne diront pas la même chose. Non, c'est clair, parce qu'un pays aussi, c'est le respect des règles et des lois. Parce que quand vous projetez une marche, alors que, je vais dire, les raisons de cette marche sont confligènes, il y a des autorités outillées pour vous dire non à votre démarche. Donc, la moindre des choses, si on veut être un chef d'État, un président, donc qui va s'appuyer sur des règles aussi demain pour diriger le pays, la moindre des choses, c'est d'accepter de respecter cela. Dans tous les cas, on n'est pas en Côte d'Ivoire qui est un no man's land. Nous sommes dans un pays qui a une histoire. Il y a eu plusieurs fois des élections présidentielles dans ce pays où des candidats, et non des moindres, se sont vus refuser la candidature à la présidentielle. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire parce que eux, ils ont été républicains, ils ont décidé de donner force à la loi. Je pense que c'est ce qu'on va demander à ceux d'aujourd'hui qui ne sont pas aussi retenus pour qu'ils acceptent que ceux qui ont dit non hier, qui ont protégé la Côte d'Ivoire et ses habitants, ont eu raison. Monsieur Fosier, oui. Permettez que je vous coupe pour laisser la parole à Monsieur Adou Ouattara. On parle de tensions qui arrivent donc entre les citoyens et les forces de sécurité, comme on l'a constaté récemment à l'occasion de cette marche dite interdite du 11 octobre. Selon votre candidate, Madame Simone Eyivé Gbagbo, c'est quoi les stratégies à mettre en place pour permettre finalement de prévenir ce genre de tensions-là? Merci beaucoup de reconnaître qu'effectivement, il y a des tensions entre les populations et les forces de défense et de sécurité. C'est pas l'avis partagé par M. Qui sont censés les protéger. On n'a qu'à demander aux citoyens lambda. On n'a qu'à observer le comportement. Qu'est-ce que vous avez observé? Oui, avant les élections. Vous savez, on entend que c'est le dispositif sécuritaire pour les élections qui fait que quelquefois on ne traite pas. Avant les élections, en Côte d'Ivoire, on dit le dehors fait peur. Avant les élections. Le dehors fait peur, mais vous êtes quand même venu à cette info sans contrainte. Oui. Personne ne vous a arrêté sur la route. Quand vous êtes dehors au-delà de 21h, votre parent, votre épouse, votre époux va vous appeler parce que le dehors fait peur. Deuxièmement, les populations ont de nos forces de sécurité et de défense l'image de personnes qui les rackettent ou qui ne les protègent pas suffisamment. Le racket fait partie des images négatives que la population a. Parce que le racket, il est effectif sur nos routes. Vous allez dans un commissariat pour porter plainte pour une enquête. En Côte d'Ivoire, il est finalement admis comme normal que la police ne fait pas d'enquête. Alors vous dénoncez, ça sera pas maintenant votre solution pour prévenir le genre de tension entre les forces de sécurité et les citoyens? Je vais vous donner une anecdote. Quand j'étais en classe de CM1, je n'étais pas suffisamment mature pour comprendre comment ça s'est passé, mais notre école a bénéficié de la construction d'un nouveau bâtiment que nous avons occupé après. Ce bâtiment, il a été construit par des militaires blancs. Et cela a fait que j'ai aimé les militaires blancs. C'est vrai que je n'ai pas décidé de devenir militaire, mais par ce acte-là, j'ai compris qu'un militaire peut aider. OK? Docteur Simone Eyivé Gbagbo prend l'engagement, quand elle sera présidente, d'intégrer les forces de défense et de sécurité dans la construction des infrastructures. Pour montrer aux populations que les forces de défense et de sécurité sont au service de la nation et de la population. Mais ça a commencé, il y a les militaires ou les gendarmes ont conçu un hôtel. Le génie civil, ça existe. Pourtant, la peur continue. Bon. Je dis que construire un bâtiment, quand Dr Simone Eyivé Gbagbo sera présidente de la Côte d'Ivoire, elle va confier des projets de construction d'infrastructures aux forces de défense et de sécurité pour casser, excusez-moi l'expression, pour casser cette méfiance qui existe. Quand Dr Simone Eyivé Gbagbo sera présidente, elle va renforcer le dispositif sécuritaire pour diminuer le racket. Je ne vais pas dire mettre fin. Alors, parce que, merci de redire le racket. Permettez que je revienne vers vous plus tard. Monsieur Fosier, ça fait 2 fois qu'il revient sur le même mot. Racket, c'est quelque chose qui revient. Justement, on vous écoute. Nous avons une réponse parce que le racket, ce sont des hommes qui le font. Et il y a d'un côté donc des brebis galeuses au niveau des forces de défense et de sécurité, ce qui existe d'ailleurs dans tous les corps de métier. Même dans nos familles cellulaires, on va dire qu'il y a toujours des brebis galeuses, tout comme on a des moutons d'or, etc. Mais quand l'État de Côte d'Ivoire, sous la houlette du président Alassane Ouattara, décide d'imposer aux forces de défense et de sécurité de porter donc un écriteau portant leur nom, leur prénom et leur matricule, c'est bien pour que tout citoyen qui est victime d'une tentative de racket
ait les éléments de se défendre. Parce que l'agent qui est en train de faire le contrôle sait que par cet écriteau, on peut remonter à lui et donc le contraindre à reconnaître qu'il a fait un acte de corruption. Mais pour qu'il y ait corrompu, il faut bien qu'il y ait corrupteur. Je répète. C'est un message que vous lancez aux Ivoiriens. Donc, il faut que tout le monde se mette en règle et qu'on lance ce message aux agents des forces de défense et de sécurité pour dire la corruption ne passera plus par moi, ne passera plus par lui, ne passera plus par mon frère Méité ici présent, si et seulement si chacun de nous se met en règle et qu'on contraint les forces de défense et de sécurité à comprendre qu'ils ont une fonction régalienne à accomplir, comme chacun d'entre nous, comme l'enseignant, comme le médecin. Il faut qu'ils s'en tiennent à ça. Vous venez d'indexer, M. Méité, ma question va s'adresser maintenant à lui. Vous êtes également directeur général adjoint en charge des communautés au sein de la coalition GPP, qui est donc dirigée par la présidente Henriette Lagou, candidate à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. En quoi votre candidate réussira-t-elle à impliquer les communautés sans justement générer les tensions ou encore autres inégalités? Ce qui fait la force de la présidente, elle travaille avec les brain trusts. Je l'ai évoqué l'autre jour sur ce plateau. Parce que aucune société ne peut se développer durablement sans comprendre les causes, sans connaître les méthodes, les méthodologies, les stratégies pour atteindre des objectifs. Souvent, dans nos sociétés africaines, de manière générale, notre société ivoirienne, de manière spécifique, on a des visions, on a des grands objectifs. Mais les méthodes souvent manquent, puisqu'on ne met pas les personnes qui Quelles sont les méthodes d'Henriette Lagou? Les méthodes d'Henriette Lagou, c'est de comprendre les phénomènes. J'étais en train de les évoquer. J'ai parlé de plusieurs responsabilités. L'une des responsabilités est la responsabilité au niveau de notre système éducatif. Nous avons un système instructif, mais pas éducatif. Il y a une différence entre l'instruction et l'éducation. L'instruction, c'est prendre un élément disciplinaire avec ses méthodes, ses méthodologies d'enseignement, avec ses niveaux d'enseignement et ses modules. C'est ça qui est l'instruction. Est-ce que cela agit sur le cycle, c'est-à-dire l'âme, sur le caractère, pour donner à cet individu ou bien à cette collectivité sociale une manière d'être ou bien une manière de faire? C'est ici qu'on rentre dans l'éducation. Nous, on a la chance, je n'ai pas 30 ans, je n'ai pas 40 ans. Nous, les gens d'un certain âge, bon, je ne suis pas très âgé, mais je n'ai pas 50 ans. On a eu la chance d'être instruit et d'être éduqué. On ne peut pas aller à l'école avec un habit sale. L'élève ne peut pas jeter des ordures. Mais cette éducation est occultée, tu ne peux pas aller en retard. Donc il n'y a plus d'éducation. Et il y a la responsabilité aussi religieuse. Dans la quête du pouvoir ou dans la conservation du pouvoir, nous avons assisté à des phénomènes que j'appelle l'affirmation politico-religieuse, qui a entraîné dans nos lieux de culte le prosélytisme politico-religieux. Donc nous tous, on a été embarqués à un moment donné. Moi, je ne responsabilise pas quelqu'un et je ne dédouane pas d'autres. Nous tous, toute la société. Et quand on comprend déjà les phénomènes, et on apporte les solutions. Ce que le médecin est pour un organisme humain, en termes de connaissances morphologiques de cet organisme humain, en termes de connaissances organisationnelles, structurelles, fonctionnelles et dysfonctionnelles, en vue de trouver des thérapies curatives ou des thérapies préventives pour que la personne se porte très bien. C'est ce que le politique est pour une société, pour un pays, pour un État. Alors revenons-en. Sécurité urbaine et rurale, comment garantir la protection des Ivoiriens? La question que je m'en vais vous poser là maintenant, c'est de savoir sur l'ensemble du territoire ivoirien, c'est quoi les stratégies adoptées par Mme Henriette Lagou pour garantir cette sécurité-là? D'abord, sur les conditions d'entrée. Les conditions d'entrée, c'est déplorable. Si on pouvait faire des témoignages manifestes, donnez-nous un seul témoignage et puis vous donnez des solutions. Donnez-nous un seul témoignage. C'est que l'acquisition
de nos diplômes, l'entrée dans une corporation, l'avancement dans une corporation, c'est généralisé. Ce n'est pas que dans le corps de la sécurité et de la défense. C'est partout. Une société ne peut pas prospérer durablement de cette manière. Moi, l'un des facteurs pour lesquels je suis content par rapport à cette thématique, j'ai eu un nom qui a été brillant, qui était le secrétaire général d'État de la police de Côte d'Ivoire. Quand j'ai dit son nom, même ceux qui sont actuellement au niveau du commandement, ils reconnaissent son intégrité. C'était un enfant d'un paysan, d'un homme spirituel, mais il a été premier dans les concours parmi les 3 premiers. Il y a un problème aujourd'hui. Donc, l'entrée au niveau de la sécurité, quand on rentre par la corruption, ou bien en payant de l'argent, mais on a un rapport... Je suis contraint d'équilibrer le temps de parole, donc je vous propose d'y aller, mais très rapidement. Les propositions de Mme Henriette Lagou. S'il vous plaît. Les critères d'entrée dans la sécurité et dans la défense, il y a les critères d'évaluation, des personnes aspirantes à travailler au niveau de la sécurité. Il faut que ça soit excellent. Les critères de formation, il y a les critères d'affectation, les critères de promotion. Parce que tout ça, ça désorganise le système. Est-ce que vous voyez? Ça brise la chaîne de commandement. Dans la sécurité et dans la défense, il faut qu'on respecte la chaîne de commandement. Merci beaucoup, monsieur Mamoudou Meïti. Parce que la présidente Henriette Lagou, son 3e pilier, des 4 grands piliers, c'est la Côte d'Ivoire des valeurs. On aura l'occasion de revenir. La restauration. On aura l'occasion de revenir là-dessus, si vous permettez. Monsieur Adou, votre candidate, Madame Simone Yvette Gbagbo, est-ce qu'elle est d'accord pour une approche centralisée ou décentralisée de l'aspect sécuritaire? Elle est d'accord pour une approche décentralisée. Expliquez-nous. Je ne sais pas si vous me permettez de revenir sur des éléments où je réponds. Allez, dites-moi la question, on n'a pas assez de temps. Si on a le temps après, on pourra voir. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a 31 régions. On a 31 régions, on a 13 districts de police, par exemple. Dont 6 à Abidjan. Si on compte Dabou, il y a 7 à Abidjan. Donc environ la moitié des districts concentrés à Abidjan, pendant que les autres districts sont dépourvus de districts de police. On a cherché, vous savez, l'information sécuritaire de défense est stratégique, je le reconnais, et donc on n'a pas accès à toutes les données, mais on n'a pas beaucoup de commissariats, je vais dire les choses simplement. Beaucoup de communes, sur les 201 communes répertoriées par l'UVICOSI, il y en a quand même plus des 2 tiers qui ne sont pas pourvus en commissariat. D'accord. Okay? L'armée, c'est une chaîne de commandement, la sécurité, c'est une chaîne de commandement. Donc, cette chaîne de commandement ne sera pas brisée, mais plus on rapproche les agents de sécurité et de défense des populations, mieux elles sont en sécurité vis-à-vis d'elles-mêmes, mieux elles sont rassurées. Et donc, c'est un texte que j'appelle l'approche décentralisée. Mais en plus de cela, je voudrais insister sur ce que M. Meïté a dit tout à l'heure. Quand quelqu'un a déboursé 2 millions, 3 millions pour se faire recruter en tant que élève gendarme ou élève policier, naturellement, sur les routes, il va raqueter pour entrer dans ses fonds en Yémen. Il insiste beaucoup sur le Oui, j'insiste. Quand en plus, permettez-moi s'il vous plaît, quand en plus on donne, parce que c'est des témoignages qui sont vivants et qui sont exacts, on peut vérifier. C'est officieux et donc ce sera difficile, mais quand des agents de police vous disent qu'on a des objectifs chiffrés, en sortant, le commissaire de police nous demande de rentrer avec telle somme. Ils nous ont déjà dit ça. Oui, c'est des choses que vous colportez. Oui, effectivement, c'est pour cela que je le dis sur le plateau. Et c'est très sérieux. Naturellement, il se sent obligé de... Donc, ce n'est pas une question de brebis galeuse. C'est un phénomène qu'il faut effectivement prendre à bras le corps. Et puis, en plus de cela, c'est vrai que j'en parle parce qu'on ne reviendra pas dessus, mais je m'en voudrais de ne pas en parler, excusez-moi. La question des dozos. Le représentant du RHDP, dans ses propos au début, en a parlé. Les dozos ne font pas partie des forces régaliennes. Donc, je pense qu'on n'a pas à faire un programme avec des ONG, avec un programme pour dédramatiser. Non. Les dozos, c'est des chasseurs traditionnels qui sont respectés dans leur société, qui ont leur rôle dans leur société. Toutes les cultures ivoiriennes ont leur dozos. Les ébriers ici ont leurs guerriers. Et ça veut dire quoi? Si vous êtes au pouvoir, vous ramenez les dozos. Justement, à la tradition. L'État confie la sécurité et la défense aux forces régaliennes. Les dozos retournent dans leur tradition, ce qui est normal, parce qu'ils sont formés pour. Si l'État a besoin de renforcer les effectifs, l'État a les moyens de renforcer les effectifs. L'État peut
on va dire, considérons qu'il n'y a pas eu de possibilité du tout, que la seule possibilité qui existe, c'est d'avoir recours aux chasseurs traditionnels des cultures. C'est pour un moment après, les chasseurs rentrent. Vous savez, en 2025, là, les Dozo ont adressé des courriers à des préfets pour dire qu'ils s'installent pour la protection des élections qui viendront. Non, pourquoi? Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire dit qu'il y a 44 000 agents des forces de défense et de sécurité qui sont déployés pour la sécurité. Pourquoi les Dozo avaient entrepris cette démarche? Qui leur a demandé de sécuriser les élections? Comment on explique la présence des Dosso encore sur le terrain? Quand on est sur un plateau télé et qu'on est face aux Ivoiriens, il faut éviter de dire des choses non précises. Je n'ai jamais dit que les Dozo étaient des forces de défense et de sécurité. Il ne faut pas galvauder, mais dire. Je parlais du lien armée-nation. Comment rapprocher les citoyens mais si on considère que les Dozo sont donc un phénomène social, donc appartenant donc à des personnes qui exercent la fonction de chasseurs, ils font bien partie des citoyens ivoiriens. Donc, créer des conditions de rapprochement même avec eux et les forces de défense et de sécurité, justement, pour expliquer le fait qu'ils ne font pas partie des forces régaliennes, c'est important. Parce qu'il ne faut pas occulter le fait qu'à un moment donné, le phénomène Dozo a fait l'objet de débats ici. Voilà. Et je vais dire, je suis heureux de parler à quelqu'un dont la candidate a été députée à l'Assemblée nationale. Donc ce phénomène-là a fait l'objet d'un débat ici. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand nous on parle de sécurité urbaine et de sécurité rurale, c'est clair dans nos têtes. Parce que nous sommes à l'exercice du pouvoir et vous verrez bien que partout où il le dit, il n'y a pas de commissariat. On va retrouver donc la gendarmerie qu'on appelle la gendarmerie rurale. Cela me permet donc d'aborder la question concernant les infrastructures et les moyens de force justement de sécurité pour assurer la protection des populations. Donc je continue. Je voudrais dire que quand on est élu en Côte d'Ivoire, on prête serment. Et quand on prête serment, un des traits importants de ce serment, c'est de dire « Je promets de garantir la sécurité des frontières du pays et des habitants qui y habitent. » À partir de ce moment, quand le candidat Alassane Ouattara prend les rênes de ce pays, suite à la crise qu'on connaît, mais il y avait un délitement total des structures et des infrastructures liées à la défense et la sécurité. C'est comme ça qu'il décide de prendre le PPU, plan présidentiel d'urgence, à travers lequel il se donne les moyens de non seulement la réhabilitation de tous les commissariats qui avaient été détruits, parce que certains jeunes manipulés se permettaient d'aller attaquer ces commissariats et de vandaliser les armureries. Il a réhabilité toutes les brigades de gendarmerie qui avaient été détruites à travers l'ensemble du territoire. À l'issue de ce programme donc, de réhabilitation de toutes ces structures liées à la défense et à la sécurité, on a décidé donc d'augmenter le nombre de commissariats. Je veux bien qu'on ne connaisse pas le nombre total des commissariats, mais moi je vais prendre le cas simple d'une commune comme Port-Boué que je connais. Parce que le métro doit faire un point de descente où se trouvait un commissariat, mais l'État de Côte d'Ivoire, géré par le président, le candidat Alassane Ouattara, s'est donné les moyens de déplacer d'abord ce commissariat avant même que les travaux du métro n'y arrivent. Tout ça pour dire? Tout ça pour dire que quand un président de la République a conscience de l'importance donc de la sécurité, qu'elle soit rurale ou urbaine, il se donne les moyens donc de doter toutes les parcelles de son pays d'infrastructures permettant aux agents des forces de défense et de sécurité d'y travailler. Donc ça me permet de dire qu'en même temps que la gendarmerie est une armée, il faut que notre frère le sache, elle a aussi une fonction de police. Donc là où vous n'avez pas de commissariat de police, automatiquement c'est la brigade de gendarmerie qui s'y trouve, qui fait le relais de la gestion de la sécurité en tant que par rapport à son volet police. Voilà. Merci bien, M. Fosier. Monsieur Meïté, avec vous, je vais parler des moyens humains et matériels dont dispose la coalition GPP pour rendre la sécurité plus visible et plus efficace sur le terrain. Nous en venons à un pilier de notre projet de société, l'économie inclusive. Avec l'économie inclusive, on a des grands moyens en Côte d'Ivoire. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Oui. Avec l'économie inclusive, on a des grands moyens en Côte d'Ivoire. D'abord, les moyens de recruter beaucoup d'éléments, beaucoup d'agents des forces de sécurité et de défense. Parce qu'il le faut aujourd'hui.
La géopolitique de notre humanité est très dangereuse aujourd'hui. Tous les pays recrutent le grand nombre. Nous avons un contraste entre l'évolution de notre humanité et nos comportements. Il y a un hiatus, une rupture. On s'est dit être civilisé, mais la violence, elle est manifeste. En témoignent les guerres qui sont autour de nous. La guerre ukrainienne, l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a la violence. Il s'agit de recruter un grand nombre de militaires. Ça c'est d'un, on a les moyens, les ressources, on les a. Parce que la Côte d'Ivoire est une puissance agricole. Il suffit de la faire passer à une puissance agro-industrielle. Il y a une nuance. Là, on ajoute beaucoup de valeurs. Et là aussi, on crée de l'emploi. Nous ne sommes pas sur un sujet économique, mais les choses sont transversales. Les choses sont liées. On aura les moyens. Nous sommes aussi une puissance minière. Nous sommes une puissance gazière, une puissance énergétique, pétrolière. On a les moyens. I know what I'm talking about, comme les Anglais le disent, je sais de quoi je parle. Et cela nous permet d'aller vers les infrastructures. Non seulement les infrastructures, l'administration, et loger conséquemment. Parce qu'on a parlé de la corruption. Nous, on ne veut pas du tout la corruption. La Côte d'Ivoire des valeurs. Et la valeur même, il faut la prôner soi-même. Monsieur Kodjo, mais qu'est-ce que vous remarquez par rapport, ça fait 2 fois que je viens. Est-ce que vous m'avez vu en retard un jour? Non. Moi, je ne viens jamais en retard. Je ne préteste d'aucun argument pour être en retard. Donc, nous, on a les valeurs. Et ce sont ces valeurs-là, justement, que vous voulez inculquer à l'ensemble de vos électeurs. La technologie, il faut les avoir. Je profite pour remercier, parce que moi, je suis un apprenti scientifique. Je ne dis pas que je suis un scientifique. Je pense l'objet pensé tel que l'objet pensé doit être pensé, non tel que le sujet pensant voudrait penser l'objet pensé, ou non tel qu'on voudrait faire penser l'objet pensé au sujet pensant. Parler d'objectivité. En matière de banditisme, mais aujourd'hui avec la technologie, mais les bandits sont rattrapés. Ça, il faut le reconnaître au président. Parce que ce qui est bon, il faut le dire. Mais on ne se met pas dans le perfectionnisme. Vous avez quoi de mieux à proposer par rapport à ça? Par rapport à ce que le président sortant a fait? Mais la technologie, il faut renforcer. D'accord. Et puis une technologie diversifiée. Il ne faut pas faire donc de la fixation ou de l'aliénation par rapport à chose comme on appelle à un pays ou bien à un groupe de pays. Nous sommes dans l'ouverture, le win-win partnership avec tous ceux qui peuvent nous avancer dans la technologie. Et il faut dire que les Africains ne sont même pas en retard. Il y a eu un concours donc, de NT en Chine. Ce sont des Ivoiriens qui étaient à la tête. Nous ne sommes pas, je ne pense pas que les Ivoiriens, nous avons de la technologie, mais le malheur de nos sociétés, on ne met pas à contribution nos innovateurs. Alors, donc ce que les Ivoiriens qui nous suivent actuellement doivent retenir de votre proposition pour la sécurité, pour qu'elle soit visible et efficace sur le terrain, c'est d'améliorer la technologie. D'améliorer la technologie, ce n'est pas que ça, j'ai parlé du grand nombre. Bon, on n'est pas encore rentré dans la défense. Si on rentre dans la défense, les 5 grands critères qui rendent performant une armée, je vais parler de ça. Mais nous sommes dans la sécurité on reviendra sur la question de la défense tout à l'heure. Monsieur Adou, votre candidate, est-ce qu'elle a prévu des mécanismes pour renforcer la confiance des populations dans ses actions? Oui, mais avant, ce que les Ivoiriens doivent retenir, sur ce que j'ai dit, parce que je reviens, je pense que l'honorable a fait un amalgame dans mes propos. Je dis que la Côte d'Ivoire doit être dotée de 31 districts de police au lieu de 13 actuellement, parce qu'on a 38 régions. On a environ 150 commissariats en Côte d'Ivoire. On a 201 communes. Au bout de 5 ans, on aura 201 commissariats si on a toujours 201 communes. C'est ce que j'ai dit. Si la gendarmerie, je connais les fonctions de la gendarmerie, je connais les missions de la gendarmerie. Si la gendarmerie suffisait, ou si les effectifs de la gendarmerie suffisaient, on n'aurait pas le phénomène des coupeurs de route, par exemple, aggravé en période d'achat de produits de rente. C'est-à-dire que la gendarmerie, dans ses fonctions, n'arrive pas à atteindre les résultats escomptés. Pour un problème d'effectifs, tout ça, ou éradiquer tout ça? Renforcer les effectifs, renforcer les capacités opérationnelles, mais le confrère Monsieur Meïté a parlé de technologie.
Madame Simone Évêque-Gbagbo prévoit de construire un institut de recherche appliquée pour les forces de défense et de sécurité, qui va prendre en compte justement les questions de technologie, mais qui va prendre en compte, vous savez, la société évolue et donc les risques évoluent avec la société. Les problèmes de sécurité évoluent avec la société. Il y a une mise à jour des capacités des forces de défense et de sécurité qui se fait, mais de notre point de vue, elle est trop lente. Parce que les actuellement ne sont pas parés à certaines choses. Les gendarmes ne sont pas parés nécessairement à certaines choses. On a créé des unités, on a créé des forces dites spéciales ou unités d'intervention qui, de notre point de vue, ne règlent pas suffisamment le problème. Parce que quand il y a les conflits liés au foncier dans les villages, les gendarmes qui sont présents sont toujours débordés. Les policiers n'interviennent pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, il y a des insuffisances à combler. Il y a des insuffisances à combler. Et j'ai dit au départ que le dispositif réglementaire sera revu pour d'une part, régler la question du racket, donc de la corruption, parce que nous pensons que ceux qui s'y adonnent sont soit envoyés, soit n'ont pas peur des représailles. Donc, il y a la question à adresser à ce niveau-là. Après, on va dire qu'il y a des questions économiques. C'est parce que la corruption ne s'explique pas ça aussi. Quand on est dans une précarité, on est tenté d'eux et on est flexible sur ces questions-là. Donc, en amont, la question de l'emploi et la révalorisation des primes qui fait partie de... Mais en plus de la révalorisation des primes, pour ne pas que j'oublie, les gendarmes, j'ai entendu certains gendarmes et des policiers dire, entre eux, le phénomène de coupeur de route. C'est-à-dire quoi? Quand une somme est destinée aux soldats de rang ou aux officiers qui ne sont pas supérieurs, ce n'est pas toute cette somme-là qui leur arrive. Ça les encourage à compléter, excusez-moi encore l'expression, à compléter ce qu'on leur donne par des raquettes ou par... Ça crée de la méfiance, il y a toutes ces choses-là. Pourquoi ça se fait? Parce que personne n'est sanctionné quand il le fait. Alors donc vous voulez parler de sanctions comme solution? Sanctions pour les fautifs, mais prévention. J'ai dit au départ, mieux vaut prévenir que guérir. On l'a dit sur des plateaux par rapport à notre politique en lien avec la jeunesse, le retour du service militaire obligatoire pour les jeunes. Parmi les avantages, on a le développement des valeurs de patriotisme, de civisme, de citoyenneté. Ok? Quand le jeune qui a fait le service militaire, qu'il soit militaire ou non militaire, il est désormais un peu plus. Parce qu'on ne va pas dire que c'est la solution à tous les problèmes, ce n'est pas une panacée qui règle tous les problèmes. Il est un peu plus enclin à préserver le bien commun, il est un peu plus enclin à préserver son pays, à défendre son pays et non à prendre des armes contre son pays. Donc nous pensons que ça peut régler ce problème. Merci beaucoup, M. Meïté. Ça sera donc la dernière question pour un tour de table rapide, histoire de fermer les discussions autour du premier sous-thème. On parle de sécurité, mais on ne va pas négliger la sécurité autour des enfants, autour des femmes. La solution que propose M. Alassane Ouattara, c'est laquelle? La sécurité autour des enfants et autour des femmes. Mais il faut mettre les enfants là où ils doivent être, tant qu'ils sont des enfants. Et l'enfance va de 0 à 16 ans. Le candidat Alassane Ouattara décrète et décide depuis longtemps que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Au moins, on occupe sainement les enfants. Et j'ai dit en amont que pour ceux d'entre eux qui sortiraient donc du système éducatif à 16 ans, qui n'ont pas la chance d'aller au secondaire ou bien de poursuivre leurs études jusqu'à l'université, on a créé l'école de la seconde chance. En les occupant sainement, on les extirpe de toutes ces occupations oisives qui peuvent conduire à la délinquance. C'est pareil pour les femmes. Pour qu'une femme se retrouve en situation délictueuse, c'est bien parce que peut-être qu'elle n'a pas suffisamment de moyens. Mais vous avez souvenance que donc les tissus sociaux créé par le président de la République sur la base de la détection de familles vraiment nécessiteuses, il y en a plus de 450 000 actuellement qui bénéficient de ce filet social-là. Mais c'est aux femmes qu'on donne des appuis pour leur permettre d'initier des activités de rente à partir desquelles plutôt, quand la femme est occupée sainement, au moins la famille a de quoi se nourrir convenablement et les enfants vont là où il faut qu'ils y aillent. Merci. Je vais terminer 20 secondes, s'il vous plaît. Oui, je vais terminer en disant que l'assainissement donc de la moralité dans les forces de défense et de sécurité est une réalité avec le candidat Alassane Ouattara. Il n'y a pas longtemps, des élèves inscrits à l'école nationale de police pour avoir eu un comportement déviationniste ont été renvoyés de cette école.
C'est réel. Il n'y a pas longtemps, après un contrôle inopiné à l'école de Torogueux de gendarmerie, des élèves inscrits pour être des gendarmes donc en devenir ont été extirpés des rangs de la gendarmerie nationale parce qu'ils ont été convaincus de consommation de substances toxiques. Quand le candidat Alassane Ouattara dit, il fait. Il ne dit rien tant qu'il n'est pas sûr de le faire. Et c'est ça la réalité. Merci, M. Fosier. Vous restez avec nous. Ouais. Ma dernière question pour ce premier sous-thème à M. Meïté. Comment est-ce que votre candidate vient rassurer les populations sur sa capacité à prévenir les tensions, mais également à protéger tous les citoyens? Effectivement, il faut prévenir les tensions. Quand les tensions sont prévenues, on résout beaucoup de choses à la base. Comment vous comptez vous y prendre? Le premier pilier, prôner les valeurs, c'est très important, à plusieurs niveaux. Du point de vue phimologique, du point de vue familial, la famille n'a pas trop de rôle aujourd'hui. Il y a des éducateurs de substitution, de substitution. Ces éducateurs de substitution, que ce soit les films, que ce soit l'école, doivent jouer pleinement leur rôle. Et puis, ceux qui font aussi la manipulation, parce qu'il y a des forces qui sont des tracteurs, ou des forces de freinage. Vous voyez une voiture qui est lancée. La force qui lance la voiture, c'est ce qu'on appelle la force motrice, c'est-à-dire la force du moteur. C'est ça qui lance. Il y a aussi des forces de freinage. Lorsque la force de traction est proportionnelle à la force de freinage, ça crée un tonneau. Et ça déchire, et on assiste à toutes sortes de comportements. Donc on fera tout pour que tous les facteurs, toutes les forces qui agissent sur l'éducation d'un enfant de notre société, les mettre en exergue pour changer les mentalités. Ça, c'est bien. Et deuxièmement, on a parlé de l'économie inclusive. Si l'économie est inclusive, ça résout beaucoup de choses. Votre serviteur a joué un grand rôle dans la promotion de la filière ANACAD en ma qualité de secrétaire général de la Fédération internationale pour la filière du cajou. À un moment donné, dans notre société ivoirienne, les jeunes étaient préoccupés de part et d'autre, les agoras, les parlements. Il y a des jeunes qui ne faisaient rien d'autre. On n'a pas dit de ne pas élever la conscience politique. Et au nord, les zones, c'était les grains. Mais lorsque l'ANACAD a commencé à produire, générer des ressources, mais qui va te donner quelque chose? Tu es obligé, parce que tous les jeunes avaient des motos, ils avaient des maisons. Donc, l'ANACAD, un seul produit va créer la richesse. S'il y a la création de la richesse, ça réduit le banditisme, sauf quelques bandits criminels qui vont essayer de faire des coupeurs de route, s'ériger en coupeurs de route. En créant la richesse, quand le cacao aussi, ça marche, quand le VA, il faut faire une richesse inclusive. Pour nous, c'est important pour lutter contre le banditisme, criminalité. Merci bien, M. Meïté. Ma dernière question, donc. Et la diaspora sera mise aussi à contribution. Merci beaucoup. Voilà, alors, M. Adou, pour terminer avec vous, en une phrase, permettez que vous n'ayez pas le même temps accordé aux deux autres débatteurs, mais en une phrase, c'est quoi la priorité absolue en vue de garantir la sécurité en Côte d'Ivoire de ce qui viendrait de Mme Simone Iwe-Gbagbo? La priorité absolue serait de renforcer les capacités, les effectifs, de construire des commissariats là où il n'y en a pas, de renforcer les capacités opérationnelles. La priorité serait de renforcer l'ancrage républicain des forces de défense et de sécurité pour éviter justement la suspicion, pour permettre que les enfants et les femmes soient en sécurité. Voilà, parce que les forces de défense et de sécurité ne doivent pas constituer des menaces pour les femmes et les enfants. Effectivement, l'école est gratuite, les enfants y sont, Dieu merci. L'école gratuite a été décrétée par le président Laurent Gbagbo, il faut le dire. Merci beaucoup, monsieur, de me distraire. et donc renforcer l'ancrage républicain, renforcer le dispositif réglementaire pour lutter contre la corruption, voilà, et puis impliquer les forces de défense et de sécurité
dans les projets d'infrastructure de protection de l'environnement. Merci à nos 3 débatteurs. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, nous vous souhaitons la bienvenue sur cette info, votre chaîne d'information en continu. Je suis en présence de M. Yeo Fauzier qui représente le candidat du RHDP, M. Alassane Ouattara. Dr Amadou Ouattara qui est donc à ma droite. Il représente la candidate Simone Eivek Gbagbo du mouvement des générations capables et M. Meïté Mamoudou à ma gauche, représentant de la présidente Henriette Lagou pour la coalition GPP. Après avoir exploré les visions des candidats pour assurer la sécurité quotidienne et la protection des citoyens à travers tout le pays, il est temps désormais de se tourner vers un enjeu tout aussi crucial. Il s'agit de la défense nationale face aux menaces terroristes. Et sur ce plateau, nous allons maintenant interroger nos invités sur la question. Quelle vision pour une défense forte et moderne? Quels sont les projets des candidats pour protéger le pays contre le terrorisme, renforcer la capacité de l'armée et surtout assurer la souveraineté sociale? Ma première question s'adresse donc à M. Fauzier. C'est quoi la vision concrète de votre candidat qui est donc Alassane Ouattara pour renforcer cette défense nationale dont on parle tant face aux menaces terroristes? Je voudrais dire notre candidat a un vécu et avant de parler donc de ce qu'il entrevoit, je voudrais parler de ce qu'il a déjà fait. Parce que quand le candidat Alassane Ouattara prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, mais c'était des attaques de la Côte d'Ivoire par l'ouest, des attaques de la Côte d'Ivoire par l'est, et il a réussi en affectant donc des préfets qui savaient s'y prendre. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. On a remarqué que ces attaques se sont arrêtées. La deuxième étape a été de travailler à la délimitation effective de nos frontières, concept heureuse entre griffes, mais en réalité, il fallait les matérialiser. Et jusqu'à aujourd'hui, ce processus se poursuit. Donc, je vais dire qu'il doit se poursuivre et être achevé de façon à ce qu'on n'assiste plus aux incursions de l'armée guinéenne du côté donc, de l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire et que du côté, avec nos frères du nord aussi, que les frontières soient très bien délimitées. À partir de là, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'aller vers donc, une surveillance par drone. Et on va dire surveillance satellitaire donc, de ces frontières. Ce sont des questions militaires, certes, on ne va pas rentrer dans certains détails, mais nous savons que l'objectif in fine du candidat Alassane Ouattara, c'est de pouvoir matérialiser quel est l'insecte, qu'il soit animal ou humain, qui traverse la frontière de la Côte d'Ivoire en provenance d'un autre pays voisin. À partir du moment où on identifie la nature de tout ce qui peut paraître être accès non toléré ou donc non légal sur le territoire ivoirien, alors nos frontières vont devenir saines. C'est vrai qu'elles ne l'étaient pas depuis la colonisation. Je suis heureux de savoir que sur ce plateau, à part la candidate Henriette Lagou à ma droite, on a donc quand même quelqu'un qui représente Mme Simone Gbagbo, qui quand même sait de quoi on parle quand il s'agit de gestion d'un pays, pour avoir été l'épouse d'un chef de l'État, mais surtout avoir siégé à l'Assemblée nationale où toutes les lois se prennent. Donc ça veut dire qu'elle avait l'occasion de pouvoir implémenter ou bien, je vais dire, jouer sur la politique de la Côte d'Ivoire quand elle le pouvait. Mais ça tombe bien, son représentant est là. Vous écoutez monsieur Fauzier, oui. Il parle d'un bilan qu'il trouve satisfaisant au plan sécuritaire des différentes frontières. Il va s'améliorer. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Et justement, ça serait quoi les innovations que vous pourrez apporter, les innovations que vous proposerez à l'ensemble des Ivoiriens? Merci beaucoup. Je ne suis pas d'avis que quand le président Alassane Ouattara prenait le pouvoir, des attaques nous venaient des pays frontaliers. Je ne partage pas du tout cet avis. Wow. Oui. Dites-nous. Il y a aujourd'hui, vous me permettez d'avoir le temps, parce que je suis... Pas tellement le temps, mais au moment de vous écouter, je le ferai. Allez-y. Voilà. Quand le président Alassane Ouattara prenait le pouvoir en 2011, à l'issue de 2011, nous sommes d'accord? Oui. En 2011, des militaires burkinabés, des militaires maliens, des militaires libériens, des militaires guinéens n'attaquaient pas la Côte d'Ivoire. Il y avait une crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Et c'est cette crise-là qui a été réglée. Des frontières ont été protégées parce que les menaces peuvent venir d'ailleurs. Mais en 2011, quand le président Alassane Ouattara prenait le pouvoir, les militaires maliens, les militaires burkinabés, les militaires ghanéens, les militaires guinéens, les militaires libériens n'attaquaient pas la Côte d'Ivoire. Je crois qu'au moins, on est en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens nous regardent. Non, je n'ai pas parlé d'armée. Je dis provenance de l'Ouest.
et provenance de l'Est. Quelle que soit la nature de ceux qui nous attaquaient, on a essuyé des agressions de nos frontières côté Est et côté Ouest. Le nier, c'est, je sais pas, c'est pas vrai. On va laisser poursuivre, allez-y. Ben ouais. Quand vous précisez ce que vous dites, Oui. vous savez, quand vous parlez, vous avez dit incursion guinéenne. Oui, mais ça ne veut pas dire... Si ça ne veut pas dire, ne dites pas que je nie. Je suis parti sur ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Oui, Ce que Mme Simone Yves Gbagbo prévoit pour les questions de défense et sécurité. Vous savez, le terrorisme, aucun État ne peut lutter contre le terrorisme seul. D'ailleurs, aucun État ne peut vivre heureux seul. Le bonheur des États se construit avec les voisins. Aujourd'hui, quels sont nos rapports avec nos voisins d'en haut? Pour le moment, la menace djihadiste vient d'en haut. Donc, l'une des solutions, c'est de s'entendre avec eux pour contenir. C'est aussi simple que cela. C'est renouer les relations. Vous savez, il existe aujourd'hui une méfiance. Dieu merci, on n'est pas encore arrivé à la division, on n'est pas encore arrivé. On est encore dans les paroles, c'est sur les réseaux sociaux. Mais vous savez, on a eu 49 de nos soldats qui ont été pris. On a encore 2 gendarmes qui sont là-bas. Ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'on ne s'entend pas. Les 2 gendarmes qui ont été arrêtés dans la zone de Bouna, les VDP qui les ont arrêtés disent qu'ils ont traversé les frontières. S'il n'y avait pas de problème, c'est des choses qui se gèrent. Puisque en traversant, ils n'ont pas agressé quelqu'un. On les libère. Mais il y a des tensions. Il faut donc aplanir les choses à ce niveau-là, au niveau diplomatique. Donc la sécurité, la défense de la nation en lien avec le terrorisme doit se jouer aussi au niveau diplomatique. On n'a pas de bonnes relations avec nos voisins pour des questions politiques. Je ne souhaite pas y revenir parce que ce n'est pas l'objet de... Mais Simone Yves Gbagbo s'engage à rétablir les rapports de bon voisinage avec tous les voisins, de sorte à ce que la lutte contre le terrorisme se fasse ensemble, en plus de renforcer justement les capacités. Merci monsieur Adou. Monsieur Meïté, on parle là de lutte contre le terrorisme. Quels sont les 3 mots qui définiraient la stratégie adoptée par votre candidate Henriette Lagou? Votre serviteur très outillé sur ce sujet. D'abord, comme nous sommes au niveau de la défense du territoire, la sûreté territoriale, il faut se poser une question fondamentale. Quelles sont les motivations de la défense du territoire? La première motivation, c'est se protéger contre les positionnements violents, je dis bien violents, géopolitiques, géostratégiques, géoéconomique des grandes puissances, des puissances émergentes et de certains pays proximaux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dont le facteur principal, pas principal, nos maîtres de la psychologie et de philosophie nous comprennent. J'ai dit le facteur principal est la quête de l'espace vital. C'est vrai que c'est dans ces derniers temps qu'on parle de géopolitique, géostratégie. Ça a toujours existé. Depuis la nuit des temps. Ça, c'est ça qui détermine la défense de la... Parce qu'une puissance peut venir t'annexer à la recherche de l'espace vital. Les raisons sont plurielles. Je ne vais pas les évoquer. Le deuxième facteur, se protéger contre les coups d'État. Parce que, bon, dans un État démocratique, il y a des gens... si les conditions démocratiques réalisées, il y a des gens qui veulent prendre le pouvoir par des coups d'État. Donc on se protège contre les coups d'État et on se protège contre les sécessions. Voilà, parce que les sécessions, c'est l'atteinte à la sûreté de choses. Les séditions, les rébellions, et on se protège contre la haute trahison, on se protège... contre le phénomène du terrorisme djihadiste qui est la menace contemporaine aujourd'hui. C'est une menace contemporaine. Et j'ai rebondi sur une préoccupation que vous avez ressortie au niveau de la sécurité contre le phénomène du terrorisme djihadiste, islamique. Le phénomène du terrorisme djihadiste n'est pas que sécuritaire et militaire. C'est un phénomène qui est politique. C'est un phénomène qui est social. C'est un phénomène qui est religieux. C'est un phénomène qui est politique du point de vue international, géopolitique dont j'ai parlé. C'est complexe. Et quand on sait tout ça, que propose Mme Henriette Lagou? Mais savoir déjà, j'ai dit, c'est une solution. Ce qu'on va faire, la diplomatie me paraît très importante. Moi, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Parce
Parce que les gens ne lisent pas comme nous. Il y a un positionnement géopolitique, géostratégique des grandes puissances et des puissances émergentes. Aujourd'hui, La diplomatie serait la seule solution? non, la diplomatie sous-régionale, c'est l'une des solutions. D'accord. Et c'est une réalité. Une deuxième? Une deuxième, bon, il faut déconditionner, il faut, heureusement que c'est légiféré. L'extrémisme religieux, je suis contre. Je suis islamologue, mais je suis aussi théologue. Parce que les islamologues ne sont pas forcément des théologues. La radicalisation religieuse, que ça vienne des chrétiens ou des musulmans, il faut l'éviter. Parce que c'est ça. Il y a des modes de recrutement. Le mode de recrutement par fratrie. Le mode de recrutement par affinité concentrique. Je ne vais pas les choses. C'est un enseignement que je suis en train de donner aujourd'hui. Le mode de recrutement par influence communautariste. Il y a le mode d'influence au recrutement djihadiste par rapport au conditionnement de la jeunesse désœuvrée. Et vous allez remarquer que c'est quand la NACAD en Côte d'Ivoire, dans le Nord, a été sinistrée à partir de 2018, que c'était à 100 francs, que notre première attaque, c'était en 2020. Je me suis toujours battu de permettre, c'est vrai, il faut faire des dons. Non, lorsqu'on a la capacité... Vous accordez 30 secondes pour terminer, s'il vous plaît. Donc, quand on a la capacité de créer les richesses, et c'est ça, un pilier fondamental, il faut créer les richesses. De sorte qu'on ne dise pas merci, monsieur le président, merci le chef d'État, il faut créer les conditions de la richesse. Et merci beaucoup, monsieur. C'est très important. Et quand les gens sont occupés, quand, excusez-moi, j'ai utilisé un mot ivoirien, quand ils badoussent, quand ils mangent bien là, personne même n'a le temps de venir être recruté par un djihadiste. Alors pour vous, il ne faut pas dire merci monsieur le président, mais moi je vais dire merci monsieur Meïté. On revient à vous tout de suite. Deux mots sont ressortis. Sur la question. Je reviens vers vous justement. Deux mots sont sortis des propos de vos deux co-débatteurs. Il s'agit du mot... pour ne pas me tromper, j'essaie de me rappeler, s'il vous plaît. Diplomatie. Diplomatie, merci beaucoup. Oui. Il s'agit du mot diplomatie. Oui. L'état des lieux, à votre niveau, avec le candidat Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il prévoit à ce niveau? Mais je pense que mon frère Adou a bien fait de parler de l'épisode des 49 militaires. Mais le monde a tremblé en pensant que ça allait déboucher sur une crise ouverte. Mais le président Alassane Ouattara a géré ça avec tact. Même les deux gendarmes qui sont encore entre les mains de nos voisins burkinabés, c'est bien parce qu'ils préfèrent donner de la place au dialogue pour donner suite à l'enseignement qu'il a reçu de son père en politique, le président Félix Houphouët-Boigny, qui trouve que le dialogue est l'âme des forts, que le président Alassane Ouattara a toujours cherché une solution négociée à toutes ces crises, à toutes ces petites frictions. Ce n'est pas seulement qu'avec nos frères du Nord. Je répète qu'il est arrivé plusieurs fois qu'il y a eu des soldats guinéens qui viennent planter le drapeau dans des villages ivoiriens. Ça se gère avec négociation, avec tact. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale actuelle a réussi à créer donc une commission qui va donc négocier les questions de la frontière ouest de la Côte d'Ivoire à travers donc le groupe d'amitié de la Mano Rivers, qui va donc être constitué des députés issus des pays comme la Guinée, le Libéria et la Côte d'Ivoire. Quand on va s'entendre entre politiques, alors nous pensons que les questions de sécurité aux frontières vont se résoudre. Mais au-delà de cette stratégie de diplomatie, le président Alassane Ouattara s'est donné les moyens de créer... Le candidat Alassane Ouattara s'est donné les moyens de créer à chaque ville une école sous-régionale qui donc promeut les attaques, les techniques plutôt de formation de nos forces de défense et de sécurité, mais également des militaires, des hauts gradés venus des pays voisins, de la sous-région, pour venir se former ensemble sur la question de la lutte contre le terrorisme. À partir de ce moment, on est d'accord pour dire que le terrorisme est une nébuleuse. Elle est difficile à cerner. Le terrorisme ne peut pas être défini parce qu'il est transversal, il est dans tout au niveau donc de la société humaine. Est-ce qu'on doit comprendre que par le biais de la création de ce genre d'infrastructure, votre candidat est en train d'anticiper par exemple les menaces des terroristes? Oui, pour donner à nos forces de défense et de sécurité les aptitudes, les capacités à donc réagir correctement, comme ça a été quand même le cas de l'attaque qui a eu lieu à Grand Laou, à Grand Bassam. On n'en parle pas suffisamment, mais déjà en 2016, la Côte d'Ivoire s'était donné les moyens de pouvoir réagir. Et vous vous souviendrez
que même ceux des complices de cette attaque terroriste qui avaient réussi à traverser nos frontières, on les a traqués jusqu'à leur dernier retranchement et beaucoup d'entre eux ont été arrêtés et remis donc aux autorités de leurs pays respectifs. Ça veut dire que depuis longtemps, la question de la lutte contre le terrorisme, quand bien même le candidat Alassane Ouattara sait que la Côte d'Ivoire ne peut pas à elle seule se prémunir contre donc, cette hydre sociétale, le candidat Alassane Ouattara estime qu'il faut continuer à travailler de concert avec tous les pays qui sont autour de nous, mais en bénéficiant à travers cette école de formation des compétences et des connaissances de personnalités outillées en la matière, venues d'ailleurs, peut-être de d'autres continents, pour venir former et donner à nos forces de défense et de sécurité les aptitudes d'adresser la question du terrorisme. C'est vrai qu'il est difficile de dire qu'on va réduire le terrorisme à un risque zéro. Les États-Unis ne l'ont pas réussi, des pays comme la France ne l'ont pas réussi. Mais allons-y vers comment protéger au maximum nos frontières et nos populations contre les pratiques de cette Merci, Monsieur Fauzier. Alors, il a parlé de travailler de concert avec les pays qui font frontière à la Côte d'Ivoire. Selon Madame Simone et Yves Gbagbo, comment est-ce que vous combinerez innovation, technologie et formation humaine justement pour lutter contre ce terrorisme avec la participation, bien entendu, des différents pays hors de nos frontières? À partir du moment où nous sommes d'accord que le travail doit se faire ensemble, je crois que les choses peuvent être facilitées. L'académie de formation dont il a parlé à Jacquesville est justement bienvenue. Ça permet de former, de renforcer les capacités des acteurs, de ceux qui doivent défendre la Côte d'Ivoire. Et nous avons la chance, comme il a dit, de recevoir des officiers des autres régions, tout comme l'académie de la mer. À Yopougon, on reçoit des soldats, tout comme notre école de formation des officiers de l'armée reçoit des officiers venus d'ailleurs. Nous pensons, justement à Zambakro, nous pensons qu'il y a eu, à un moment donné, j'y reviens, un problème entre nous et nos voisins d'en haut. Ce problème, il doit être réglé. S'il est réglé, Dieu merci, nous allons continuer d'être formés ensemble, mais nous allons continuer de financer la lutte ensemble. Pourquoi? Parce que c'est une organisation régionale ou sous-régionale qui doit être mise en place sur cette question-là. Nous allons continuer de... Vous savez... Ça veut dire que la coopération régionale et internationale occupe une place très importante. Justement, on ne peut pas se faire l'économie, on ne peut pas se faire l'économie de cette coopération régionale et sous-régionale à tous les niveaux. Et au niveau technologique et au niveau... Nous avons en face, relativement au terrorisme, ils ont acquis, quand je dis en face, je parle de nos voisins d'en haut, ils ont acquis des appareils d'une certaine technologie. Si on met toutes nos forces ensemble, on peut bouter, comme il a dit, on peut bouter le terrorisme. Et donc, il y a à revenir sur ça. Nous pensons que le vrai problème, ce n'est pas la solution, ce n'est pas de régler les problèmes qui se posent. C'est quoi la solution? C'est d'empêcher qu'ils arrivent, c'est de les prévenir. Et c'est là que nous accusons, excusez-moi l'expression, c'est là que nous accusons. Les 49 soldats, s'ils n'y étaient pas allés, on n'allait pas les attraper. Donc, quand on a réglé le problème par le dialogue, ce n'est pas une solution. C'est pas une solution. Les deux gendarmes, s'il n'y avait pas de problème, le fait qu'ils aient traversé, on ne les aurait pas arrêtés. Monsieur Fauzier, on vous donnera la parole pour réagir à ça. On a encore, j'insiste, on a à rétablir les rapports de bon voisinage avec tous nos voisins. Nous n'avons pas le choix si nous voulons nous sauver, si nous voulons lutter contre le terrorisme. En plus de cela, vous savez, la Côte d'Ivoire est une plaque tournante. Ce n'est pas moi qui le dis, vous le savez. Les Américains étaient présents à Abidjan il n'y a pas très longtemps. C'est une plaque tournante de vente de drogue. Le terrorisme, je ne suis pas spécialiste comme les autres. Je n'ai pas fait d'études géostratégiques sur le terrorisme. Mais je sais que le terrorisme vise aussi les ports. Vise aussi des espaces pour pouvoir faire circuler la drogue. La Côte d'Ivoire favorise un peu trop facilement la circulation de la drogue. Ça doit être aussi réglé en interne. Je ne dis pas que la drogue vient d'en haut, ce n'est pas ce que je dis. Mais si les problèmes internes sont réglés, vous savez, quand le mur n'est pas lézardé, le lézard ne peut pas y entrer. Les armes qui circulent depuis la crise de 2011, si on n'arrive pas à régler définitivement ce problème, si le mur n'est pas lézardé, vous estimez qu'il y a des armes encore qui circulent? L'État de Côte d'Ivoire dit que non. Si jamais ce que vous dites est vrai, vous ferez quoi? Ça n'engage que lui, justement. Ouais, si jamais vous êtes à la tête de ce pays, que ferez-vous justement pour... Si des coupeurs de route qui ne sont pas militaires ont des armes de guerre, c'est que des armes circulent. C'est juste un exemple. Ça n'engage que vous. Alors, monsieur Meïté, c'est quoi les programmes ça sera quoi la priorité de Madame Henriette Lagou
pour parler de formation, équipement et infrastructure militaire. La priorité de Mme Henriette Lagou dans le cadre de cet aspect-là. Il faut comprendre le problème. Je vais rebondir sur ce que l'honorable a dit. Très rapidement et répondre à ma question, s'il vous plaît. Oui, que le terrorisme ne peut se définir. Il se définit. J'ai une définition du terrorisme. C'est un ensemble de maillons, de phénomènes contemporains qui se sont enchevêtrés les uns dans les autres pour donner une chaîne redoutable qui ligote notre humanité ou pour donner une créature monstre qui la dévore. Et cette définition technique-là, tu ne la trouveras pas nulle part. Il faut que les autorités apprennent à respecter leur brain trust. On fait le mythe de la distance lointaine et de la race étrangère. Des gens qui ne sont pas outillés, on a des grands experts, on ne les met pas à contribution. Pour votre gouvernement, l'attentat de Bassam dont vous avez parlé, exactement le 13 mars 2016, j'ai pas besoin de papier, 19 morts, j'ai pas besoin de mon objet d'étude. J'ai donné le mode opératoire 3 ans avant. Lorsque ça s'est passé, j'étais à la une de l'intelligence d'Abidjan, je ne fais pas de publicité. Lorsque l'islamologue Mahmoud Meïté, attaque terroriste contre la Côte d'Ivoire, lorsque l'islamologue Meïté... Rapprochez-vous de votre micro, s'il vous plaît. Depuis 2013. Il y a des experts. Merci bien. Il faut qu'on mette à contribution. Il ne faut pas qu'on pense que les experts ou les champions ne sont que de notre chapelle politique. C'est ça l'un des mots de la Côte d'Ivoire. Monsieur Meïté. Maintenant, ma candidate, notre présidente. Merci. Le phénomène, il est compris et il n'est pas que sécuritaire, je l'ai dit. Donc, dans la transversalité, nous en tenons compte et on va résoudre maillon par maillon. On va agir. Comme ils l'ont dit, c'est vrai que vous voyez aujourd'hui là que ça a beaucoup diminué dans les pays d'Europe. Alors que là, au début des années 2010, le phénomène était mondial. Comment vous comptez moderniser la cellule de renseignement en Côte d'Ivoire? La cellule de renseignement est très importante. On a toujours eu un renseignement de qualité. Mon oncle a commencé, il a été secrétaire d'État adjoint, je l'ai dit, il a commencé par être inspecteur. Il a commencé par les renseignements. La Côte d'Ivoire a des renseignements. Et jusqu'au c'est en train de ça se performe. Ça, il faut le reconnaître. Quand c'est bon, il faut le dire. On a un renseignement très, très, très efficace. Il n'y a rien à changer pour vous? Non, si on a le renseignement, mais le renseignement, il est continu. Le renseignement, il est continu. Il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer. Qui reste statique, comme on appelle, reste en arrière. Si tu n'évolues pas, tu restes en arrière. Mais il faut quand même aussi féliciter les acquis. Les services de renseignement sont très déterminants par rapport au phénomène du terrorisme djihadiste. Il faut avoir la technologie. Ça, c'est très important. Et puis, il faut, à défaut j'ai parlé du grand nombre de militaires, mais il faut l'éducation civique. L'amour, le patriotisme, c'est des concepts qui ont été galvaudés. MPCI, MPIGO, l'Alliance des patriotiques. Mais on ne donne pas, on a créé beaucoup de concepts sans en donner un contenu. Les concepts, là, il faut leur donner. Qu'est-ce que c'est que... Alors que là, tous ceux qui se disaient les patriotes sont prêts à brader leur pays. Sont prêts à loger, comme on appelle, des terroristes. L'attentat de 2013, il y a des terroristes qui ont été logés. Ils ont été hébergés. C'est une réalité, la corruption et la cupidité matérialiste de notre société. C'est beaucoup de choses, mais nous disons que nous allons mettre les moyens à la disposition des forces de défense et de sécurité. On met les moyens à la disposition de tous les travailleurs, de tout le monde, la richesse inclusive, mais ce sont des gens qui travaillent dur et c'est pénible. Alors, on me fait savoir qu'on doit faire le dernier tour de table parce que nous rapprochons de l'heure de fin. Très rapidement, à M. Amadou Ouattara, qui représente donc Mme Simone et Yves Gbagbo, je m'en vais poser la question de savoir ce que, mais de façon véritable, que les Ivoiriens doivent retenir, ce que votre candidate prévoit de faire comme évaluation et ajustement des stratégies de défense en action, en fonction des menaces qui pourraient survenir en Côte d'Ivoire.
En plus de tout ce que j'ai dit, puisque vous me dites que c'est le dernier tour de table, c'est pas évident que je... En plus de tout ce que j'ai dit, Dr Simone Evegbagbo, une fois au pouvoir, va voter une loi pour renforcer l'indépendance militaire, l'indépendance de politique des militaires. Il y a un peu trop de politisation de nos forces de défense et de sécurité. Et une loi devrait être votée pour, suivant les procédures. Et M. Fauzier, qui est député, peut nous dire largement comment ça fonctionne. Dr Simone Evegbagbo au pouvoir, c'est le retour de la Côte d'Ivoire aux normes internationales. Vous savez, les normes internationales, c'est 5% d'officiers supérieurs, 25% de sous-officiers et 70% de soldats de rang. En Côte d'Ivoire, nous avons 6% d'officiers, nous avons 43% de sous-officiers et puis nous avons 53% de sous-officiers et nous avons 41% de soldats de rang. Ça crée quelque part ce qu'on appelle la bureaucratie des militaires. Donc, Dr Simone Evegbagbo, une fois présidente, va régler ce problème. Dr Simone Evegbagbo, une fois présidente, va renforcer la politique sociale en faveur de toutes ces personnes qui donnent leur vie pour la sécurité de leurs concitoyens. Vous savez, il n'y a pas, pour le moment, l'État n'a pas encore engagé une assurance vie pour les familles des soldats. Dr Simone Evegbagbo va instaurer cette assurance vie pour la famille. Et puis Dr Simone Evegbagbo va construire des hôpitaux régionaux militaires. Permettez, on me fait comprendre que c'est terminé. On va y aller 30 secondes rapidement, s'il vous plaît. Le candidat Alassane Ouattara a demandé aux Ivoiriens en 2010 de lui faire confiance. Les Ivoiriens lui ont fait confiance. Il a maintenu ce pays en paix. Malgré les turbulences tout autour de la Côte d'Ivoire, le candidat Alassane Ouattara a maintenu la Côte d'Ivoire en paix et en sécurité. Il a tenu sa promesse. Il leur demande de renouveler ce contrat de confiance avec lui. Il ne les desservira jamais parce qu'il fera toujours ce qu'il a promis et la Côte d'Ivoire restera en paix. Merci beaucoup, monsieur. Malgré les turbulences, comme je l'ai dit, autour de notre pays. En 30 secondes, rapidement, votre mot de fin, monsieur Meïté Mamoudou. La confiance entre les forces de défense et de sécurité avec la population, ça c'est très important pour avoir une adhésivité forte pour la sécurité et la défense du territoire. Deuxièmement, les conditions matérielles, les conditions financières, sociales des forces de défense et de sécurité. Cela est valable pour toute la population de la Côte d'Ivoire. Il faut, je vais écorcher le projet de société de la Canada si je ne parle pas de la diaspora. La sécurité dont on parle, la Côte d'Ivoire a une diaspora intellectuelle, une diaspora scientifique, une diaspora qui détient beaucoup de choses, même dans la sécurité. Il y a d'autres elle va créer ce qu'on appelle l'ONADI, l'Office national de la diaspora. Je suis vraiment qui viendra jouer un grand rôle. De vous interrompre, parce que au niveau de la sécurité. L'heure qui nous est impartie est terminée. Merci beaucoup, monsieur Yeo Fauzier, représentant du candidat Alassane Ouattara. Merci également à vous pour votre retour sur ce plateau, monsieur Meïté Mamoudou, représentant donc de madame Henriette Lagou du GPP. Merci également à docteur Adou Ouattara, représentant du docteur Simone Evegbagbo. Mesdames et messieurs, vous l'avez remarqué, cette émission est terminée, ce débat prend fin ici. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre thème, pour une autre thématique, à l'occasion du débat de la présidentielle. Au revoir. Merci beaucoup.